C'est un tsunami de nouveautés cette semaine dans le Kick Parade. Restez avec nous. Bonjour à toutes et à tous, salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Bon alors là c'est plein de nouveautés, c'est quasiment que ça. Je crois que le top 10 est quasiment intégralement remplacé cette semaine. Ouais, on a fait un beau mulligan cette semaine. C'est ça. Allez, on commence par la 10e position, tranquillement, avec Sephiroth. Donc c'est un jeu de tarot, tout simplement. Il y a quand même un petit plateau, qui est réversible d'ailleurs. C'est un tarot un petit peu mystique, où on va manipuler En gros, les éléments, c'est quoi. plus les éléments du destin, parce qu'en fait ça se base sur le jeu de tarot mystique. Vous savez que souvent on voit les diseuses de bonne aventure s'en servent pour prédire l'avenir, etc. Et il va falloir évoluer sur un plateau au travers de 3 modes de jeu différents. Je crois qu'il y a un mode solo, un mode coopératif à 2 joueurs et un mode compétitif à 2 joueurs. Donc il va falloir progresser sur le plateau de jeu en utilisant ces cartes qu'on pourra soit drafter, soit utiliser en guise de pouvoir, avec des pouvoirs majeurs, des pouvoirs mineurs. Il en est quasiment à 120 000 € pour 1863 contributeurs. La campagne est encore longue, hein. Il y a plus de 20 jours encore. 9e position, c'est une entrée. Bon, on va pas le dire à chaque fois parce que c'est que des entrées cette semaine. C'est Fjord, a Grail Game, qui en est à quasiment 83 000 € pour 1939 contributeurs. Il reste un peu moins de 10 jours pour cette campagne. C'est une réédition en fait d'un jeu de 2005 si je ne m'abuse. Ça parle de la Norvège, donc les fjords norvégiens. Vous allez incarner des vikings qui vont prendre possession des différents fjords de la région. C'est un jeu de placement assez simple d'ailleurs. Il y a des belles illustrations de Beth Sobel qui est plus connu pour avoir fait les illustrations de Wingspan et de Viticulture, donc c'est quand même un nom. Bah effectivement, c'est un jeu qui se passe en 2 temps. Avec la première, on constitue son plateau de jeu à partir de tuiles hexagonales. Ensuite, on va placer des campements dessus, et ensuite il va falloir répartir nos différents vikings pour essayer de conquérir le plus de territoire. Donc, sachant que cette édition, en fait, elle apporte quelques nouveautés par rapport à la précédente, à savoir effectivement une boîte retravaillée, un peu plus de design, la possibilité de jouer à 4, il me semble, ainsi que un pouvoir qui est basé sur des runes qu'on va pouvoir obtenir durant la partie et qui vont permettre de changer un peu la manière de compter les points en fin de partie. C'est une extension d'ailleurs, les runes là. 8e position, alors retour aux super-héros, Sentinels of the Multiverse Definitive Edition, 152 000 €, 2200 contributeurs. Moi ça me rappelle 2 choses, ça me rappelle Freedom 5 qui était sur Kickstarter il y a quelques mois maintenant, et après quand on se penche sur le jeu lui-même, et c'est exactement la mécanique de Marvel Champions, mais exactement. Marvel, ouais, c'est ça, et avec un petit côté Aeon's End dans le système de curseur, de manière de coopératif, seul contre tous, etc. Il y a un peu de Aeon's End aussi, mais sinon oui, Marvel Champions à fond. Moi j'y ai pensé aussi dès que j'ai vu la boîte. En fait, on va collaborer pour essayer d'empêcher un grand méchant de réaliser ses noirs dessins. Mais alors ce qui est marrant, c'est que c'est quand même assez vieux, The Sentinels. C'était un jeu de rôle, c'était aussi un jeu qui était sorti en 2011. Tu te dis, ils ont complètement pompé sur Marvel Champions, mais en fait, faut savoir que le vieux jeu de Sentinels n'était pas du tout, c'était pas du tout la même mécanique. Donc ils se sont dit, allez hop, on y va, nous aussi, on va pas s'emmerder, on va faire comme Marvel Champions. Puis voilà, parce qu'ils avaient le background, ils avaient tous les personnages, parce que c'est un jeu, un univers qui a pas mal de bouteilles quand même maintenant. Ah oui, en plus ce qui est plutôt intéressant, c'est que l'auteur qui est derrière cet univers, en fait, il est aussi engagé sur ce projet. D'ailleurs, c'est assez drôle quand on suit la page des créateurs. En fait, on peut voir toute la progression de l'univers de Sentinels, en tout cas en financement participatif, parce que c'est pas le premier projet qui porte sur Kickstarter. Et effectivement, après, l'évolution graphique est sympa. Je connaissais pas du tout le gameplay de l'ancienne version. Après, la mécanique de Marvel Champions fonctionne, donc finalement, pourquoi pas l'offrir à un nouvel univers, en plus qui plus est un peu plus original que les super-héros Marvel. Bon, après, moi je fais confiance à cet éditeur, c'était eux qui avaient fait la campagne de mon jeu favori, je ne répéterai jamais assez, qui est Spirit Island. Ah oui. Et du coup, voilà, j'aurais tendance à leur faire confiance. Après, je crois pas qu'il y ait de VF de proposer dans cette campagne, mais qui sera peut-être
peut-être proposé par la suite. Allez, 7ème position, c'est Inferno, Dante's Guide to Hell for 5e. C'est notre sourcebook de la semaine. On en a qu'un cette semaine. Hein. Il est fichtrement beau d'ailleurs. Ouais. 243 000 €, quasiment 2200 contributeurs. Il reste une petite semaine avant la fin. Ce sont des Italiens qui font ça. Surprenant. Voilà, pour adapter l'enfer de Dante. Puisque c'est tiré de l'enfer de Dante, adapté aux règles de la 5e édition. Donc vous aurez 3 livres qui correspondent. Il y en a un qui correspond au Player Handbook, le deuxième qui correspond au Game Master mélangé au Monster Manual. Et vous avez un 3e livre qui n'est vraiment pas indispensable, qui est une espèce de hardbook. Mais dans le pledge, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes obligé de prendre les 3. Quand on aime un peu cette, on va dire, ce design gothique un peu macabre, c'est très bien fait, quoi. Ouais, et puis c'est sympa en plus, il y a la proposition d'une carte en plus avec un style un peu ancien qui représente les 9 cercles de l'enfer. Hein, parce que pour celles et ceux qui connaissent pas vraiment l'enfer de Dante, c'est tiré d'un ouvrage où une personne descend et traverse les fameux 9 cercles de l'enfer pour aller rechercher celle qu'il aime. Donc du coup, c'est vraiment, on est dans un univers infernal. Et finalement, c'est un univers infernal qui a énormément inspiré l'univers du jeu de rôle et du jeu de plateau. Hein. Finalement, toute l'illustration de l'enfer de Dante, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui dans l'Heroic Fantasy. Donc c'est sympa de voir cet univers adapté à Donjons et Dragons. 6e position, alors ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, mais c'est 3 jeux dans un lot. Factory Runner, Beer Red and Ghost of Christmas. Alors c'est une boîte d'habitude qui fait plutôt des... ils font plutôt des jeux en bois. Hein, d'ailleurs, ils avaient fait... on avait parlé d'un de leurs jeux, c'était Kabuto Sumo. Voilà. Oui, c'est vrai. Une espèce de jeu de placement où il fallait pousser les éléments en bois des autres joueurs du plateau, qui avait l'air plutôt rigolo. Donc voilà, là, ils proposent 3 jeux en même temps. Dans le même truc. Je crois que tu peux d'ailleurs, je sais plus, oui si, je crois que tu peux les prendre séparément. Hein. Voilà, en tout cas, ils vous proposent un lot de 3 jeux qui n'ont rien à voir entre eux. Je voulais juste préciser en plus que tu as la possibilité d'acheter les 3 jeux et un sac pour les transporter. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon, après c'est rigolo de proposer ça, je trouve ça. Le premier, c'est un peu un jeu de cartes de 3 à 4 joueurs prévu pour de 40 minutes, donc un jeu où il va falloir scorer à l'aide de cartes qu'on va avoir en main. Je crois que c'est inspiré de A Christmas Carol de Dickens. Ouais. Y a le second, alors là on est sur un système de fabrique d'usines futuristes, ça peut jouer en solo et jusqu'à 6 joueurs avec de 20 à 40 minutes. Ça c'est pour faire des nœuds dans la tête, ça. Exactement, un peu le jeu de placement puzzle sur un plateau, etc. D'ailleurs ce qui est assez rigolo c'est que le plateau il peut être assemblé ou être divisé. Je trouve le côté plutôt sympa. Et oui, et puis pour le troisième, alors il s'agit de Beer Red, c'est un jeu de 3 à 6 joueurs avec des parties de 60 minutes, c'est un jeu d'enchères à base de draft de dés derrière des plateaux cachés, etc. On va pouvoir monter les enchères, etc. Et là, ça a l'air d'être un jeu qui est beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus de matériel. Donc vraiment, 3 jeux radicalement différents qui peuvent être pris ensemble ou séparément. Et d'ailleurs, ce qu'il faut quand même noter, donc évidemment sans tenir compte aujourd'hui de la TVA et des frais de port, mais c'est que les 3 jeux ensemble, c'est 69$, c'est pas excessif. Bah non, c'est plutôt une bonne affaire, c'est pour ça qu'ils l'ont fait d'ailleurs, hein. On va peut-être en voir de plus en plus des lots comme ça. 5e position, Lasting Tales et Fantasy Miniatures Game. Quasiment 300 000 €, même 3700 contributeurs. On est dans du pur jeu de figurines d'escarmouche. D'ailleurs, c'est un spécialiste qui l'a fait, hein, puisque c'est Mark Lathan qui avait déjà fait The Walking Dead et Elder Scrolls Calls to Arms. Là, on est dans du pur Heroic Fantasy, assez classique. Quand on voit les figurines, c'est des hobbits, enfin des halfelines, pardon, des elfes, des kobolds, des gnolls, des demi-orques. Bon, on est vraiment dans du classique de chez classique. Et tout cela est agrémenté d'un livre de règles et de scénarios. Bah, c'est vrai que, bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la saison 2 d'une campagne qui avait déjà eu lieu auparavant, qui est dans toute une espèce de gamme orientée, voilà, sur l'escarmouche de figurines. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer un projet de cet auteur auparavant, c'était, je sais plus, Horror Story, je crois, qui était basé exactement sur le même principe. Ouais, tout à fait. Alors après, moi, ce qui m'intrigue un petit peu, enfin, oui et non, c'est-à-dire qu'il propose aussi le livre seul, donc avec les règles et les scénarios, donc je pense que c'est pour la compatibilité avec la précédente saison, si on peut l'appeler comme ça. Et ensuite,
Ouais. Tu peux jouer... Enfin, quand je vois les figurines, tu vois, là, du Pledge, je me dis que si t'as des figurines chez toi de n'importe quel jeu d'Heroic Fantasy un peu classique, ou t'as des figurines de Donjons et Dragons ou d'autres jeux de rôle, y a rien qui t'empêche de prendre que le bouquin et puis de te débrouiller après, tu vois ce que je veux dire. Ceci dit, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une belle manière de recycler des figurines qui finalement vont servir assez rarement. Ouais, tout à fait. Et je trouve que ce genre de projet, de dire tenez, on vous donne un peu, finalement comme le projet des sourcebooks 5ème édition, c'est-à-dire se servir sauf que là on se sert de l'inverse, du matériel qui est déjà préexistant pour y rajouter des règles par-dessus. Ça me faisait penser à la campagne de Monolith qui avait échoué suite à un problème de communication. Ouais. Où ils voulaient faire en sorte de mélanger leurs différents univers pour que les figurines et le matériel ne servent pas uniquement à ça, mais puissent se recycler. C'était un échec, et là je trouve que ça a l'air d'être beaucoup plus fluide et peut-être beaucoup plus compréhensif. Donc moi je peux comprendre le sujet, en fait l'engouement autour d'un tel projet, évidemment pour celles et ceux qui maîtrisent l'anglais, parce qu'il n'y aura pas de VF. 4ème position, John Company Second Season. Alors là on change complètement d'univers. Là on est dans l'Empire britannique, une espèce du 17e, 18e siècle. Enfin bref, nous sommes à l'âge d'or de l'Empire britannique. La Compagnie des Indes, tout ça, et vous allez incarner des chefs d'entreprise qui vont essayer de gagner du prestige et de la gloire dans une société en plein essor, une société bourgeoise en plein essor. C'est une seconde édition de ce jeu, il en est à 290 000 €, il a dépassé les 4000 contributeurs. Le premier jeu, je crois, date de 2017. C'est par le créateur de Root et de Pax Pamir, qui est un autre jeu sur l'Empire britannique. C'est un monsieur qui est assez branché sur les empires, hein, parce que même Root, hein, c'est quelque part un jeu sur les empires. En fait, c'est assez intéressant parce que je prends une petite minute, un truc qu'on fait rarement dans l'émission, mais pour parler un peu de l'auteur, parce que je trouve que ce qui est assez drôle, c'est qu'il a fait des études d'histoire et il s'est spécialisé dans l'étude, attention, accroche-toi bien, de l'Empire britannique au 19e dans les romans. Et en fait, il a décidé de retranscrire tout ce qu'il avait appris durant ses études dans un fonctionnement de jeu de plateau, et c'est pour ça qu'on y retrouve déjà une esthétique qui est si particulière, ouais. Une espèce de fidélité, et en plus on se concentre sur des régions et des périodes historiques qui sont finalement peut-être assez méconnues. Finalement, c'est avec l'Empire des Indes, on connaît le terme, mais on n'a pas trop compris le fonctionnement. On avait un peu la même logique dans Pax Pamir. Tu vois, c'est le genre de jeu où quand tu le sors, tu te sens un peu intelligent. T'as l'impression d'avoir appris un truc. Et ça, j'aime bien. Et en tout cas, le jeu, si vous voulez essayer le jeu, il est sur Tabletop Simulator. 3ème position, Gloomier, A Night at Hurlock Hall. Donc là, pour une fois, ce n'est pas une entrée. C'est la première non-entrée de cette semaine. Il en est à 442 000 €. Il a dépassé les 5300 contributeurs. C'est sa toute dernière semaine. Il en reste quelques jours pour ce jeu de cartes avec les belles cartes transparentes que tu peux mettre les unes sur les autres et ça te fait plus qu'une carte après, comme dans Mystic Vale. Et moi, j'adore ça. Bon, c'est vrai qu'on avait bien présenté la campagne la semaine dernière. Bon, là, on voit qu'effectivement, ça se poursuit bon train. Hein. Le scénario, il a bien progressé. Et là, les gens vont en avoir pour leur argent. Il y en a à foison. Il y a la possibilité de rendre compatibles toutes les précédentes éditions au sein d'un seul et même jeu, dans une big box en plus. Le fameux combo gagnant. Donc non, c'est une belle campagne, c'est un beau jeu. C'est juste dommage que l'éditeur français n'en ait pas profité pour se placer sur la campagne. Alors, à supposer que le jeu sera proposé en boutique, peut-être pas dans une édition aussi belle que celle qui est proposée ici, mais bon, c'est un jeu qui a quand même connu son petit succès, donc moi, il n'y a pas je pense que forte probabilité pour qu'on le retrouve dans nos boutiques un peu plus tard. C'est juste dommage de ne pas avoir pu participer à la campagne. Allez, 2ème position, c'est Clash of Deck, a real free-to-play card game. Il en est à 32 000 € pour plus de 10 000 contributeurs, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de contributeurs avec un aussi petit chiffre à la clé? C'est parce que l'auteur a décidé de mettre en place, enfin en tout cas de tester un nouveau modèle économique sur Kickstarter, c'est le free-to-play. Clash of Deck, c'est un jeu que vous connaissez peut-être, parce qu'il était proposé à travers les pages du Filimac. Donc quand vous commandiez chez Philibert, il vous proposait un petit bouquin en plus avec les sorties, etc. Et dedans, il y avait des cartes de ce jeu-là, qu'on pouvait découper et auxquelles on pouvait jouer.
Alors l'auteur a essayé de proposer une campagne pour une édition de luxe en fait de son jeu de cartes qu'il a peaufiné au fur et à mesure des années et qui s'est un peu vautré sur Kickstarter. Et il expliquait sur les différents réseaux sociaux que deux modèles économiques se sont proposés à lui, soit de se lancer exclusivement sur Ulule pour des contributeurs français qu'il connaissait déjà, soit de tenter de faire connaître son jeu à travers le même modèle économique qu'auparavant, à savoir proposer un jeu gratuit à l'international. Et c'est un peu le pari qu'il a décidé de prendre, c'est-à-dire de s'endetter sur une première campagne, de faire payer uniquement les frais de port aux gens qui participent, on va recevoir le petit jeu, on va avoir la possibilité de le tester, et ensuite il mettra en place une nouvelle campagne avec cette fois-ci des extensions qui seront payantes une fois que les gens se seront familiarisés avec son univers. C'est un peu un modèle économique qu'on retrouve beaucoup dans le jeu vidéo avec le système des free-to-play. Donc c'est un système économique et c'est un pari qui est intéressant, mais qui peut être extrêmement casse-gueule parce que je crois que de lui-même, il sait que il va devoir avancer de l'argent. Je crois qu'il parlait de peut-être 20 000 euros, quelque chose comme ça pour le projet actuellement. Mais ces 20 000 euros, il compte les récupérer sur la campagne suivante, une fois que son jeu aura été connu, avec des extensions qui seront peut-être vendues un poil plus cher que le prix de Scavel, mais de façon à compenser l'investissement qu'il avait fait au premier abord. Donc, l'auteur, il est très transparent par rapport à ce modèle économique, il est très disponible sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est assez intéressant d'aller lui parler, de cette campagne-là, parce que c'est assez atypique. Alors après, on aime, on n'aime pas, ça c'est libre à chacun d'avoir son point de vue. Force est de constater qu'il propose quelque chose, à voir si ce pari risqué lui donnera raison pour l'avenir. Avant de passer à la première place, nous vous rappelons que vous êtes sur So Many Beats. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, activez la cloche pour votre Kick Parade hebdomadaire, donnez-nous des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, ça fait même plus que plaisir, ça fait du bien à l'algorithme de l'émission. N'hésitez pas à commenter, il y a beaucoup de nouveautés cette semaine, donc allez-y pour les commentaires. Qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait pas envie? Première position, ça n'a pas changé, il est quasiment, enfin c'est la fin de la campagne, c'est Stellaris Infinite Legacy, c'est la troisième fois qu'on l'évoque. La première fois, Swan l'a détruit, l'a détruit la campagne, pour être plus honnête, hein, pas le jeu. Oui, c'est vrai. La deuxième fois, on a été un peu plus nuancé, et qu'est-ce qu'on va faire pour la troisième? Alors, je dis juste le chiffre, il va dépasser les 2 millions d'euros, et il en est à 13 000 contributeurs, donc c'est un énorme succès. Alors, oui, mais encore une fois, à relativiser, parce que déjà, entre le moment où nous avons commencé cette émission et l'enregistrement de cette émission et maintenant, il a perdu une dizaine de contributeurs. Donc là, depuis un jour ou deux, en fait, là, vous voyez, en direct, il vient de passer à 12 999 contributeurs. Exactement. Donc en fait, il est en train de perdre là actuellement des contributeurs. Je pense que le fait qu'il n'ait pas vraiment réussi à tenir la cadence sur toute la campagne, ça lui a un peu porté préjudice. Après, ça reste un beau succès, mais finalement, il arrivait assez vite à être un million 500 000. Et puis là, ça fait 15 jours qu'il stagne un peu, qu'il n'a pas franchi la barre des 2 millions. La semaine dernière, il n'était pas vraiment plus bas. Donc on a eu un gros démarrage, et puis finalement un ventre mou, et ce ventre mou, j'ai l'impression qu'il se retransforme pas en hype sur la fin. Il est en train de se transformer en ventre plat là, hein. Ouais, un petit peu, et c'est bon. Après, moi j'aimais pas cette campagne, mais c'est pas non plus ce que je souhaiterais à ce que je souhaitais au jeu. Mais bon, force est de constater que apparemment t'es pas le seul, qui ont ouais, voilà, c'est ça, et qu'ils n'ont pas réussi vraiment à convaincre les gens sur cette campagne. C'est-à-dire que la promesse du départ était très très belle, parce que le jeu a l'air très très beau, hein. Ça on l'a dit plusieurs fois, qu'on n'avait aucun point avec le jeu. Pour l'instant, on l'a pas essayé, mais de ce qu'on voit, ça a l'air d'être un très beau 4X spatial. Après, c'est vrai que la campagne, elle a patiné avec des stretch goals très distants, avec des techniques de marketing. Ah bah tiens, il est passé à 12 998 là. Avec des techniques de marketing un peu nauséabondes, hein, tirées on va dire de la face obscure du jeu vidéo. Et donc tout ça fait que, tu vois, t'as sûrement pas été le seul à le remarquer et à le déplorer. Donc voilà, la campagne se finit effectivement avec un beau succès, hein, 2 millions d'euros sur Kickstarter pour un jeu de société, ça reste un très beau succès, mais effectivement ça se termine un peu en jus de boudin pour lui, comme on dit.
Et bien voilà, voici les 10 premiers succès de Kickstarter au mercredi 31 mars. On verra si le mois d'avril va être encore plus épique. La réponse est oui, parce qu'il y a déjà plusieurs énormes titres qui arrivent en avril, donc je pense qu'on va, voilà, on va se régaler avec les campagnes, les images et le matériel. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Hein, ciao Swan. Bah ouais. Salut Erwan, et puis salut à tous, et en attendant, je reviens. À très vite.